Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine. Et là, si jamais vous avez remarqué que je porte une merveilleuse robe, c'est parce que le collaborateur de l'épisode d'aujourd'hui est la boutique Alice, une boutique que je viens tout juste de découvrir et qui a l'immense plaisir, en fait, j'ai eu l'immense plaisir d'être habillée également par la boutique aujourd'hui. C'est une boutique qui est tenue par une femme, Mathilde, femme très charmante et vraiment, vraiment impressionnante. Elle a eu un parcours assez différent, en fait, d'un entrepreneur et elle a lancé sa propre boutique il y a 2 ans. C'est une boutique qui offre un service personnalisé. Il faut prendre rendez-vous. C'est une séance shopping avec Mathilde même qui va vous aider, vous accompagner pour choisir les meilleurs morceaux selon votre silhouette. Et là, il ne faut pas être intimidé. C'est la personne la plus accessible que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Elle est vraiment, vraiment merveilleuse, honnêtement. Et chez Alice, c'est autant des morceaux, des gammes, en fait, de vêtements qui viennent d'ici du Québec, mais également d'ailleurs. C'est des vêtements qui sont, oui, dans les tendances du moment, très fashion, comme cette robe, mais c'est des morceaux également qui perdurent dans le temps. Elle prend vraiment soin, en fait, de sélectionner des pièces qui peuvent être portées de saison et d'année en année pour que, bien, inévitablement, ça coûte moins cher, mais aussi par souci d'écologie. Si ce n'est pas formidable. Il y a vraiment de tout pour la jeune professionnelle. C'est la boutique que vous devez vraiment découvrir. Et moi, je vous le dis, là, c'est sûr que vous allez tout le temps me voir habillée là-bas, ça n'a comme pas de bon sens. Je me suis retenue, j'ai jamais essayé autant de vêtements dans un aussi petit espace, pardon. C'est hallucinant comment tout est beau et tout fait bien. C'est un beau problème, c'est un beau problème. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode pour aller sur son site Internet pour prendre rendez-vous ou voir même via sa page Instagram. Ce qui est vraiment fabuleux également, c'est que vous avez l'occasion de réserver l'espace si jamais vous avez envie de tourner ça en 5 à 7 shopping avec vos amis. Et aussi, encore plus merveilleux, c'est que Mathilde, étant une auditrice de Génération Sidechick, a le plaisir d'offrir à la communauté de JS un 50 $ de rabais sur votre premier achat seulement en mentionnant Génération Sidechick lors de votre visite en boutique. Elle est vraiment merveilleuse, je vous l'ai dit. Elle est incroyable, cette fille-là, autant que ses vêtements. Allez faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Aujourd'hui, j'aborde un sujet très trendy de l'actualité, un sujet qui me passionne, c'est une longue discussion. Il a fallu qu'on s'arrête, mais on a dépassé l'heure de discussion. Si jamais vous avez besoin de l'écouter en 2 temps, je vais comprendre. Mais c'était tellement riche. On parle d'intelligence artificielle. Mais là, on ne parle pas juste de l'intelligence en tant que telle, la technologie. On parle de l'évolution et l'impact surtout que ça va avoir sur l'évolution de la race humaine. Comment, en temps d'aujourd'hui, ça vient affecter notre cerveau, notre évolution, comment ça vient faciliter certaines choses, mais comment il faut prévenir d'autres choses qui sont encore plus importantes. Et pour en discuter, j'ai invité Delphine Lecerf qui a un PhD dans la matière, en fait, dans tout ce qui est tech. Elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais surtout, elle est la fondatrice de la fondation Education for Tomorrow, qui est en train de vraiment mettre en place et essayer d'influencer les systèmes d'éducation pour qu'on soit capable de redonner la vraie valeur à l'humain, dépendamment de la technologie. Elle est également une des femmes qui fait partie du top 20 de Forbes en Europe dans le domaine de la tech. Honnêtement, c'est une femme, vous allez capoter, OK? Elle est vraiment incroyable. J'avais de la misère à arrêter notre discussion, puis vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Et pour en jaser, j'ai invité ma douce acolyte, Catherine Fournier, pour en parler parce que je suis persuadée qu'elle, étant donné sa position en tant que mairesse, probablement qu'elle avait son mot à dire par rapport à l'impact que ça a, par rapport à la sécurité gouvernementale ou autre. Bref, c'était une discussion bon, je vous le dis, restez là. Mais d'abord, c'est le temps, comme à l'habitude, de la Minute Clarins. Et là, j'ai envie de ramener un de mes produits chouchous. Je pense que j'en parle au moins une fois par saison. Il y a différentes senteurs, différentes fragrances, mais l'huile Santal, c'est huile pour le visage. C'est vraiment une huile, en fait, les extraits de plantes de l'huile de Santal, c'est vraiment pour tout ce qui a trait aux peaux sèches, ou les peaux qui ont tendance de rosacée, par exemple. Une peau rosée où on a un petit peu de coupe rose. C'est vraiment bon pour les peaux sensibles. Je l'adore dans toutes les saisons. L'hiver en raison du froid, l'été en raison du soleil qui vient vraiment agresser ma peau. Je me masse à tous les matins avec ça. Avant de mettre ma crème hydratante, je me fais un massage avec mon gua sha. Je viens vraiment éveiller ma peau, la taponner. J'ai même une technique comme ça pour venir stimuler puis enlever mes petites poches. Ça vient vraiment repulper. Magnifique agent d'hydratation. Je vous le dis, l'huile pour le visage, c'est du vrai bonbon que vous pouvez vous procurer dans une pharmacie près de chez vous et sur clarins.ca.
Bonjour, mesdames. Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue Delphine dans le salon Génération Sidechick. Merci de m'avoir invitée. Ça fait tellement plaisir. Je dois avouer d'entrée de jeu. Avant que tu arrives, j'ai dit à Catherine qu'on s'était parlé environ 45 minutes. Ouais. Que j'étais tombée complètement en amour. Ouais, gros girl crush. Gros girl crush, mais pas girl crush genre on a bandé dans des salles de bain dans un party là. C'était un girl crush intellectuel. Oui, Vraiment, ça m'a fait du bien. Ouais. Franchement, puis je suis hyper contente de pouvoir partager ton intelligence avec notre audience de Génération Sidechick parce que en fait, je vais les laisser en juger, mais je suis persuadée que Catherine va avoir le même ressenti. Ça fait du bien parce que tu vulgarises l'information qui nous semble parfois tellement complexe comme l'intelligence artificielle qui est une grande bébite en soi, mais tu l'amènes avec une telle facilité que c'est comme la musique et on se laisse bercer là-dedans. Donc, merci pour ça. C'est le fun. On en a besoin, des gens comme toi. Ouais, Merci. j'avais vraiment hâte à la discussion également. Quand je t'ai invitée, Catherine, t'as vu le sujet intelligence artificielle. À quoi t'as pensé? T'étais comme... Ben là, tu connais aussi la mission Génération Sidechick, fait que tu Oui, t'es sûrement non, pas je dit sais, qu'on mais allait je trouve construire ça- un robot, là. Mais... Non, mais quand même, je trouve ça tellement pertinent qu'on puisse aborder ce sujet qui est central à l'actualité, puis qu'on puisse également en parler de sorte qu'on soit capable de mieux le vulgariser, comme tu le dis bien, parce que je crois que ça va affecter grandement nos vies dans les prochaines années, puis il y a même plusieurs changements qui sont déjà en marche. On en entend énormément parler, mais à quel point est-ce qu'on comprend les implications? Je suis pas certaine. Donc, tu sais, qu'on puisse donner des outils, puis ne serait-ce que aussi d'entretenir notre curiosité là à l'égard de tout ce champ-là qui est appelé à prendre de plus en plus de place naturellement, comme je le mentionnais. Évidemment. Parce que, tu sais, on s'entend sur les tabloïds, c'est souvent des répercussions très négatives, puis on voit les choses qui sont un petit peu plus, je veux dire... Spectaculaire ouais, aussi, mais exact. c'est toujours ça, un peu de sensationnalisme aussi Exact. dans les médias, et qui doivent nécessairement aussi traiter l'information de façon très rapide, sans nécessairement comprendre. C'est pas tous les journalistes également qui sont formés là-dedans. Ils doivent produire des nouvelles très, très rapidement. Donc, En fait, c'est de l'intelligence artificielle qui produit les nouvelles. Creuser. On pourra en De parler, plus en mais plus. c'est l'application. Mais oui, parce que c'est assez fascinant maintenant avec les... Moi, je suis allée quand même tester là, dans les derniers mois, depuis qu'on en entend beaucoup parler, là, les chats GPT de ce monde. Puis j'ai testé un peu, mais j'ai surtout vu des gens qui le testaient, puis qui demandaient des choses quand même assez avancées, comme d'écrire des textes avec un ton X, par exemple, un ton journalistique, tant de mots, je veux dire, en français sur tel sujet, puis les résultats sont quand même assez fascinants. Donc, oui, tu parles d'écrire des nouvelles, mais honnêtement, on le voit aussi dans les universités, dans les cégeps, même dans les écoles secondaires, que c'est même déjà un fléau, entre guillemets. Donc, il y a tellement d'enjeux qui se posent sur le plan de l'éthique, puis pas juste en éducation, on s'entend que c'est sûrement juste un très, très petit... Oui, il y en a des choses à voir là-dedans. Mais aujourd'hui, on va pouvoir en parler. D'où l'intérêt là, de t'avoir avec nous. Oui. Tu vois, on a fait une énorme introduction. On est comme, voici tout ce que tu as besoin de démystifier pour nous aujourd'hui. Delphine, c'est pas un mince défi. Mais d'abord et avant tout, juste pour qu'on parle un peu de toi, ton parcours, il est quand même assez impressionnant. T'as pas nécessairement toujours été... Il y en a qui pensent que on étudie nécessairement en intelligence artificielle alors que c'est pas du tout la lignée de ça pour arriver à avoir une connaissance en intelligence artificielle. Ce que j'ai compris, c'est qu'on t'as eu besoin de toucher à plein de choses au fil de ton parcours. Ouais, tout à fait. Et en fait, pour moi, ça s'est fait progressivement au fur et à mesure de ma carrière. C'était pas un objectif que de me positionner sur le secteur de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est très très récent qu'il y ait des formations en intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire et qui, d'ailleurs, jusqu'à il y a encore une quinzaine d'années, abordait des disciplines de manière très individuelle, très séparée. T'avais à l'intérieur des universités des équipes qui travaillaient sur ce qu'on appelle des systèmes intelligents en lien avec l'analyse et la génération de texte. T'avais d'autres équipes qui étaient séparées de ces équipes-là, qui travaillaient sur l'analyse et la génération d'images. Et puis t'avais la même chose pour les sons, etc., ou les mouvements. Et puisque chacune de ces habiletés vise à reproduire une action humaine, tu vois, analyser, reproduire un texte, analyser, reproduire une image ou générer une image, c'est ce qu'on appelle en fait une action chez un individu. Et l'objectif à l'origine de l'intelligence artificielle, c'était d'imiter, voire répliquer le comportement humain. Et en fait,
la question de départ, du coup, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle le comportement humain, qu'est-ce qu'on appelle un comportement humain. Et un comportement humain, c'est une action, c'est une décision qui est prise. OK. Donc, si tu repars de là, on doit déjà comprendre comment l'être humain prend une décision. Et une décision, ça peut être une décision d'utiliser un mot plutôt qu'un autre. Le fait de former des phrases, d'émettre des sons, c'est une décision que l'on prend de manière consciente chaque jour. Le fait ensuite, quand on prend une décision, on sait quel est l'effet de notre décision. Donc, selon l'effet recherché, c'est aussi une question d'apprentissage, si je me trompe pas. Tout à fait, exactement. Alors, la conséquence de la décision, on va la collecter, c'est une information qu'on collecte, qu'on analyse, et puis qu'on met en comparaison avec d'autres informations et qui nous permettent de nous dire la conséquence correspond à ce qu'on avait anticipé ou ne correspond pas. Puis en fonction de ce que l'on cherchait, soit on va continuer à aller dans la direction dans laquelle on souhaitait aller, parce qu'effectivement ça correspond à ce qu'on avait anticipé, soit on va corriger en fait notre action. Corrige-moi aussi si je me trompe, mais je crois que c'est comme quelque chose qui était assez crucial dans le développement de l'intelligence artificielle, cette notion d'apprentissage. Oui. Ça a été aussi à la base des travaux de recherche de Yoshua Bengio, puis de plusieurs autres chercheurs internationaux. Oui, tout à fait. Tu vois, pour reprendre en fait du début, parce qu'on parle beaucoup en fait, dès qu'on aborde la question de l'intelligence artificielle, on arrive beaucoup sur deux termes qui sont le deep learning et puis le machine learning. Donc l'apprentissage profond et puis l'apprentissage machine. Puis je trouve Est-ce que l'apprentissage machine, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage étroit, l'intelligence étroite? Parce que j'ai vu des termes là, dans mes recherches. C'est quoi la différence entre étroit? Il y a bien des termes qui se reviennent. Puis t'as raison, moi je te parle d'apprentissage parce que c'est beaucoup ça qu'on entend. Puis, ouais, tout à fait. Mais en fait, alors, je vais répondre à ta question après, Cathy, si tu veux. mais parce qu'en fait, mon point de vue personnel, c'est qu'on se concentre trop sur ces mots en se disant, mais c'est quoi la différence entre le deep learning, le machine learning? Mais en fait, là, on rentre déjà dans la méthodologie de la machine. L'idée, c'est plutôt déjà de comprendre l'histoire de l'intelligence artificielle et qui est en lien aussi, effectivement, avec mon parcours. Et juste pour retracer un peu l'histoire, à l'origine, après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'origine se situe véritablement après la Seconde Guerre mondiale, quand on a eu des premiers chercheurs en sciences comportementales, donc c'est-à-dire en sciences humaines et sociales, notamment aux États-Unis, qui ont cherché à comprendre comment ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale avait pu effectivement avoir lieu, comment des êtres humains avaient pu prendre des décisions conscientes de mener les actes qu'ils ont menés sur d'autres êtres humains. Et c'est là où, en fait, on a cherché à comprendre ce qui se passait dans la boîte noire, qui est le cerveau d'un être humain. Donc, les premières recherches, en fait, approchaient un être humain de la même manière qu'on approche un animal, ce qu'on appelle le courant behavioriste, avec stimulus-réponse. Ils voulaient comprendre les intentions? Non, en fait, on voulait vraiment comprendre à l'autorité, puis jusqu'où on peut aller dans le comportement humain, dans le sens où c'est pas biologique, par exemple, que les Allemands pouvaient poser des gestes à l'égard des Juifs. C'est un comportement humain, puis c'est les travaux de Stanley Milgram, notamment. Moi, les expériences de Milgram. En éthique au cégep, puis c'était vraiment intéressant. Tout à fait. Ça poussait les gens dans une situation où ils devaient donner comme des chocs électriques en sachant que ça ferait mal, mais avec le rapport de l'autorité. C'était vraiment d'aller tester quel comportement humain pouvait influencer de sorte qu'un autre humain pouvait faire du mal à c'est un système d'éducation par transfert, finalement, c'est la même chose qu'on fait avec nos animaux domestiques. Alors, avec les animaux domestiques, ça a été le début, en fait, des connaissances, mais effectivement, l'expérience que décrit Catherine, qui est une célèbre expérience, l'expérience de Milgram, en fait, c'était l'une des expériences qui ont permis de comprendre que l'individu prenait des décisions sur un processus. Qu'en fait, quand on prend une décision, c'est un processus qui est divisé en 4 grandes étapes. Et déjà là, en fait, on commence à approcher les bases de l'automatisation. Parce que quand on crée un automate, on fait étape 1, il y a un input, c'est-à-dire une entrée qui rentre dans l'étape 1. Après, c'est étape 2, etc., etc. Et on s'est rendu compte que finalement, le cerveau humain et l'être humain, d'une certaine manière, fonctionnaient à travers un processus de prise de décision qu'on pouvait complètement séquencer en étapes. La première étape, c'est la collecte d'informations. On collecte des informations autour de nous en fonction d'un besoin qu'on a identifié. Si par exemple, Catherine ou Cathy, vous avez besoin, je sais pas, d'un nouvel ordinateur.
parce que votre ordinateur est cassé. Vous allez collecter des informations sur les ordinateurs que vous pourriez acheter, soit auprès de vos amis, soit vous allez magasiner, vous allez regarder différentes sources d'informations sur Internet, dans des magasins réels, etc. Puis ensuite, vous allez analyser ces informations que vous avez collectées. Vous allez les comparer à des informations que vous avez déjà en mémoire, parce que vous avez déjà utilisé des ordinateurs auparavant, vous en avez déjà possédé, donc vous les comparez. Et là, quand vous les comparez, en fait, on va former ce qu'on appelle l'attitude à l'égard de l'objet, c'est-à-dire l'attitude à l'égard de l'ordinateur. C'est comme une note. Ouais. On s'est rendu compte qu'on était capable de générer une valeur mathématique et qu'en fait, qu'on pouvait attribuer à quasiment chaque grand concept de l'être humain. Donc, par exemple, l'attitude à l'égard de l'ordinateur, elle va être pondérée en fonction de la marque de l'ordinateur, en fonction de son prix, en fonction des caractéristiques des fonctionnalités, en fonction de sa couleur. Et puis, on va la ranker. Puis c'est là, après, que tu prends la décision en disant, moi, celui que je vais acheter, c'est celui qui a le plus grand ranking. Et quand on s'est rendu compte de tout ça, tu vois, ça, c'est juste le processus en étape. Dans le fond, on est très prévisible. Non, pas tant que ça. Parce que notre évaluation va différer d'une personne à l'autre par rapport à ses propres expériences antécédentes ou les informations qu'on a récoltées. Mais théoriquement, selon le modèle, plus on va avancer dans l'intelligence artificielle, plus justement ça va être en mesure de... On va tout finir avec des iPhone 4e. Non, mais tu sais, dans le sens tellement cibler justement les caractéristiques personnelles de chacun que le modèle mathématique peut quand même devenir plus prévisible. En tout cas, peut-être non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça fait du sens. Alors oui et non, parce que oui, on peut prévoir. Et en fait, les recherches de prédiction du comportement, ça a été l'un des plus grands courants de recherche entre les années 90 et 2010 en sciences comportementales. Comment on peut prédire le comportement de tel individu en fonction de telle variable. Donc par exemple, en fonction de son âge, en fonction de son genre, en fonction de la manière dont il se perçoit. C'est également quelque chose qu'on peut mesurer, soit par rapport à l'âge perçu, soit par rapport à l'âge idéal de la personne. Et puis, on a développé en fait tout un tas d'échelles psychométriques qui nous permettent derrière, quand on les introduit dans un modèle, de prédire le comportement de chaque individu, notamment dans un contexte d'achat. Et ça a été les recherches principales en comportement du consommateur pendant une vingtaine d'années. Et moi, c'est dans ce domaine que j'ai fait effectivement mon doctorat, tu vois, pour répondre à ta question de départ. Et avant d'avoir fait mon doctorat, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je suis ingénieure en microélectronique et nanotechnologie, qui est la base des systèmes sur lesquels tournent les systèmes intelligents. Donc les deux combinés font que j'ai la possibilité d'avoir une compréhension globale du fonctionnement de l'être humain et en même temps de la technologie et de l'algorithmie. Mais donc vous voyez que à l'origine, c'est vraiment déjà la compréhension de l'être humain et de la manière dont un être humain prend une décision qui a permis derrière de créer ces modèles qu'on a transférés en code sur des machines. Et puis après, on parlait d'une décision qui était d'acheter un ordinateur portable, mais la première des décisions, c'est ce que je vous disais, c'est parler. Donc on s'est concentré sur le fait de répliquer cette action-là sur une machine. Et puis après, de manière isolée, on l'a fait pour des images, on l'a fait pour des mouvements. Puis depuis 2017, et c'est là où effectivement on voit une grosse accélération, on a combiner l'ensemble de ces habiletés. Le fait de parler, d'être capable de générer des images, d'être capable de générer des sons. Quand on combine les deux, ça fait être capable de générer des musiques ou des vidéos ou des films. Générer des textes, vous le voyez avec ChatGPT, c'est générer aussi des scénarios de films, des scénarios d'ouvrages, de livres. Et puis quand on combine l'ensemble, l'un des objectifs d'un certain nombre d'experts aujourd'hui, c'est, en combinant l'ensemble de ces habiletés, de ces fonctionnalités, c'est de réaliser ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, qui doit répliquer véritablement l'intelligence artificielle. C'est ça, général. Peut-être que le E3, c'était chacun des segments, oui. Tout à fait. D'emblée, là, on s'entend que ça coûte extrêmement cher faire de la recherche et du développement en ce sens. Sachant que notre cerveau est utilisé à une très faible capacité actuellement, un très faible pourcentage, pourquoi on n'investirait pas davantage sur le développement de notre propre ordinateur plutôt que d'essayer de créer un ordinateur qui est meilleur que nous?
J'ai la misère à comprendre. C'est une excellente question, mais je pense qu'on aurait dû le faire déjà depuis de nombreuses années. Ouais. Je pense que pour $1, €1 qui a été investi dans la recherche et le développement des technologies, on aurait dû investir exactement ce même dollar, ce même euro dans la connaissance, puis le développement de ce qu'on peut appeler l'intelligence humaine, voire le potentiel humain, mais que l'intérêt économique a amené progressivement l'investissement dans les technologies à être favorisé. L'intérêt économique et puis l'intérêt en matière de R&D. Recherche de productivité. Exactement. Maintenant, on est toujours là, c'est sûr que c'est un grand sujet sociologique, mais encore une fois, l'humain essaie de se valoriser avec des éléments externes au lieu de se valoriser avec leur propre richesse. Tu sais. C'est quand même très triste, à un point tel que là, ce qui fait peur, puis je présume que c'est pour ça qu'on en parle davantage justement avec des nouvelles sensationnalistes et tout ça, puis qu'on en voit de plus en plus, surtout depuis les derniers mois, des nouvelles à ce niveau-là, c'est qu'on se rend compte que, puis tu me l'avais mentionné lorsqu'on s'était fait une petite jasette par téléphone, on a atteint ce qu'on croyait atteindre on était supposé atteindre ce qu'on a atteint aujourd'hui dans seulement 20 ans. Ouais. Ça fait peur. Comment on fait pour... Y a-t-il des mesures en ce moment qui sont mises pour s'assurer qu'on soit pas là pour nuire à l'évolution humaine et non, au contraire, pour l'aider? Parce que ça a plein de bénéfices, là, l'intelligence artificielle, ça aide beaucoup, notamment dans le domaine de la santé ou autre. Tu sais, ce n'est pas que du mauvais, mais... Même dans les organisations comme des villes, par exemple. Où tu as un peu d'expérience. Oui, c'est ça, mais je parlais justement, j'avais une discussion cette semaine avec des gens qui veulent lancer une plateforme qui pourrait vraiment soutenir les employés municipaux, ne serait-ce que pour la prise de notes dans les réunions, le suivi des dossiers, plein d'applications qui vont être rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle, qui vont nous aider aussi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il y a certains secteurs qui sont très difficiles à combler. Donc, il y a du positif, effectivement, mais on a l'impression que ça va tellement vite, ne serait-ce que dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Puis c'est peut-être des choses que vous connaissiez en recherche, mais qui étaient moins accessibles au grand public. Puis on dirait que là, il y a comme des avancées qui vont à une vitesse grand V. Puis moi, ma préoccupation, c'est comme décideur public, c'est de me dire, est-ce que c'est comme trop gros, trop rapidement? Est-ce que les gouvernements vont avoir le temps d'apporter un certain encadrement, une certaine régulation? Parce que si je fais la comparaison avec toutes les grandes plateformes web, par exemple les réseaux sociaux, les GAFAM de ce monde, on dirait que les gouvernements ont été plutôt passifs puis ont laissé ces compagnies prendre tellement de place puis être tellement cruciales. Puis aujourd'hui, on le voit avec les médias. Maintenant, les médias canadiens ne peuvent plus être accessibles sur les plateformes de Meta, par exemple, donc Facebook, Instagram. Puis ils ont un rapport de force qui est tellement rendu grand parce que les gouvernements sont pas intervenus alors qu'ils avaient encore un rapport de force. Puis là, maintenant, ils sont comme plus importantes. C'est comme on appelle des supra-États. Ils ont plus de pouvoir que les gouvernements. Tout à fait. Donc, comment est-ce qu'on s'assure? C'est peut-être une très... Je pense que c'est la grande question éthique à l'heure actuelle où... Je pense pas encore que les gouvernements sont assez préoccupés, je pense, par la question. Là. Puis quand je parle des gouvernements, je parle plus gouvernement fédéral, par exemple, là, qui aurait la juridiction ici au Canada. Mais même chose, évidemment, pour les États-Unis ou l'Union européenne, par exemple. Oui, vous avez toutes les deux abordé des questions qui sont fondamentales, que ce soit Cathy avec la question plutôt du potentiel humain et puis du développement personnel, même si tu dis c'est un peu des questions philosophiques, mais sont des questions qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui complètement. Et puis, en fait, elles sont en lien également avec la sphère politique, publique et réglementation, parce que, et puis pour répondre à ta question, les États ont mis du temps à comprendre ce qui était en train de se passer et à réaliser l'urgence à réguler là maintenant. En fait, ce qui a été véritablement le déclencheur et qui a été, selon moi, une excellente initiative, c'est la lettre qui a été signée par de nombreux experts. 20 chercheurs, oui. C'est quoi cette lettre? C'est la lettre qui a été signée, dont à l'origine tu as le Future of Life Institute, qui a demandé à de grandes personnalités telles que Elon Musk, mais également Joshua, Yuval Harari, qui sont considérés comme étant des personnalités, des sommités dans le secteur à la fois industriel et également philosophe. Et qui ont signé une lettre demandant un arrêt des recherches
en matière des recherches et du développement des solutions, donc mises sur le marché, en matière de solutions d'intelligence artificielle. Un moratoire, en fait, de dire, écoutez, là, on a tellement avancé, est-ce qu'on peut faire pause pour juste comme évaluer l'étendue de où on en est à l'heure actuelle, des répercussions, tout ça, avant d'aller plus loin pour justement, puisque c'est comme exponentiel. Hein, c'est double exponentiel aujourd'hui. L'exponentiel a doublé. Puis ça risque d'aller encore plus vite. On va perdre un peu le contrôle. Ben oui, ça va partir dans tous les sens, puis on va être mis devant le fait accompli, en fait. C'est même déjà pratiquement ça. Voilà. Finalement, le lancement de ChatGPT a été plutôt une excellente chose parce que c'est ce qui a créé déjà un mini-séisme. Ça a permis de montrer, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, on t'a dit que tu étais allé toi-même tester et puis tu t'as trouvé ça fascinant. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, quand on est en dehors en fait, du domaine technique et que on utilise ce genre d'outil pour la première fois, en fait, on découvre la puissance de l'outil. Et ce qui fascine en général les individus, c'est de s'apercevoir que l'outil est capable de créer un résultat qui est soit du même niveau que le résultat qu'aurait généré un être humain, soit d'un niveau qui paraît même supérieur, ou alors qui paraît d'une maîtrise très professionnelle et ce qu'on pourrait qualifier d'excellente en règle générale. Et c'est ça qui paraît fascinant. Ne serait-ce que par la langue, je veux dire la structure, la syntaxe, le vocabulaire, la grammaire, tout ça. C'est comme un espèce de générateur de texte, en plus un antidote. C'est déjà on peut même lui demander de faire des fautes, par contre. Les étudiants peuvent demander, parce que sinon c'est trop parfait. Les étudiants qui veulent pas se faire prendre pour du plagiat, tu peux demander à la manière d'un élève de l'école secondaire, avec des fautes à chaque temps de mots. Non, c'est vraiment plus. Puis ce que je trouve hallucinant là-dedans, c'est que, tu sais, juste par le simple message texte qu'on utilise depuis 15-20 ans, là, j'ai la misère à me situer dans le temps parce que je viens de la génération qui a eu un Padgett. Je te dis 15 ans, les iPhones 15 ans. Qu'on m'a envoyé message texte, mais déjà là, il y a une dépréciation de la langue, pas juste française, mais de la langue. Parce qu'on écrit en résumé, on va vite, il y a des compléments de mots qui se font à notre place. On a déjà où on remplace nos émotions par des emojis. Tu sais, il y a tellement de façons d'avoir des shortcuts, des raccourcis. Je vais le dire en anglais. Des raccourcis, tu vois, je parle bien. Que déjà là, on le voit, tu sais, il y a des erreurs dans mon français que je ne faisais jamais à l'école parce que j'écrivais. Tu sais, puis là, avec le temps... Aujourd'hui, je fais tout, je travaille avec mon ordinateur, tout se corrige, je le passe dans Antidote, là, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a justement un danger pour faire le lien avec ça comme en fait, tu parlais tantôt du potentiel humain, est-ce qu'il y a un danger qu'en fait que ça diminue notre potentiel parce qu'on va tellement se fier là-dessus que ça va comme nous rendre comme paresseux? Je pense que c'est ça qui arrive avec les nouvelles. Ce que tu veux dire, mettons, depuis 15 ans, l'apparition justement, le fait qu'on se fait compléter nos phrases, que les gens écrivent plus. Je sais combien de numéros de téléphone tu connais par cœur? Ah, c'était, j'en connais 2, puis quand j'étais petite, j'en connaissais 40. Tous nos amis, on le connaissait par cœur. Exact. Et oui. Mais comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il y a véritablement deux aspects. C'est-à-dire que les solutions d'intelligence artificielle, elles peuvent à la fois être très bénéfiques pour les êtres humains. Tu citais tout à l'heure le projet qui t'a été proposé en termes de plateforme pour un certain nombre de personnes sur Longueuil. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un très grand nombre de solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà accessibles sur le plateforme de cloud et qui peuvent être intégrées dans les entreprises pour récupérer une grande partie du travail administratif qui très souvent est très chronophage et où pour se positionner sur des fonctions pour lesquelles on n'a pas les employés. Et ça, c'est une excellente chose. Mais à côté de ça, le pendant, c'est que... et tu disais, est-ce que ça peut rendre l'être humain paresseux? En fait, l'être humain a déjà une tendance à... Ça doit être assez central dans le comportement humain. Non, disons qu'il y a une réflexion, il y a ce qu'on appelle un marchandage à l'intérieur du cerveau de l'être humain entre l'effort qu'il va fournir et puis la récompense qu'il va en avoir. Et en fait, on est constamment en train de balancer entre je vais fournir tel effort, quelle va être la récompense que je vais en avoir, et puis en fonction du résultat du marchandage, on décide ou pas de fournir l'effort en question. On appelle le trade-off en anglais. Et donc, les solutions d'IA qui récupèrent une partie du travail chronophage, qui sont pas forcément très épanouissantes pour l'être humain. C'est pas des fonctions. Ça, c'est pas épanouissant.
sais, on s'entend, on a déjà vécu une grande révolution, les êtres humains, lorsque, par exemple, c'est la révolution industrielle, tu sais, qui a permis de justement automatiser déjà certaines fonctions, notamment manufacturières. Puis déjà, ça a été bon pour l'être humain parce que c'était des fonctions qui rendaient un peu... qui justement... c'était blasant, puis je veux dire... Des fonctions qu'il y avait de la difficulté à remplir, probablement, aussi? Pardon? Des emplois qui avaient de la difficulté à remplir? Ben, pas nécessairement à l'époque, mais juste pour l'humain, c'était quelque chose qui était vraiment pas... stimulant. C'était exactement, c'est le contraire, en fait. C'était pas épanouissant, en général. Et en fait, exactement, et c'est le mot peut-être une autre d'épanouissement révolution qui va permettre d'enlever quand même un certain nombre, puis ça aussi, c'est une grande question comme un peu éthique aussi, là, tu sais, ça va faire disparaître un certain nombre d'emplois, mais c'est souvent les emplois justement un peu plus... facile d'accès pour les gens qui ont peu d'éducation. Ben c'est ça l'aspect éthique de la chose, mais d'un autre côté, c'est comme à l'époque, les emplois dans les usines qui étaient très répétitifs, c'est un peu... qui à l'époque était un peu abrutissant, là, c'est autre chose, mais tu sais, des emplois qui sont justement peut-être pas, qui permettent pas de développer son plein potentiel. Non, mais ça reste quand même des emplois pour certaines personnes qui n'ont pas les capacités d'avoir quand même une tout à fait, c'est pour ça que possibilité de gagner leur vie. Du diable, de dire, OK, mais après ça, est-ce que tu peux investir plus justement en éducation pour être certain, parce qu'est-ce que ces personnes-là ont été vraiment bien soutenues par le système pour accomplir quelque chose dans lequel elles vont s'épanouir, puis toutes les questions qu'on se pose en ce moment, c'est des choses inévitablement que tu as déjà eu maintes et maintes fois comme discussion, comme recours. En fait, présentement, tu travailles et tu as fondé Education for Tomorrow, qui vraiment, ça sert un peu à ça, c'est de démystifier un peu on s'en va où avec l'éducation, où on devrait investir en tant que société, puis c'est quoi les plus grands enjeux qui s'en viennent pour nous également en raison de l'épanouissement de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Je l'ai bien résumé? Oui, tu l'as super bien présenté. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est en lien direct avec l'échange que vous étiez en train d'avoir. L'idée, c'est de partir du constat qu'aujourd'hui, on est à la croisée de différents chemins, et on le sait, et on évoquait d'ailleurs auparavant les grandes institutions mondiales que sont l'ONU, l'UNESCO, ont complètement conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qui se joue. Les gouvernements de plus en plus. Il y a aujourd'hui plusieurs gouvernements, le gouvernement européen, et puis il y a plusieurs personnes également sur le territoire nord-américain. En fait, différents gouvernements. Il y a différents gouvernements. L'un des premiers d'ailleurs ça a été un député français qui a demandé à ce que l'ONU se positionne pour qu'il y ait un règlement global qui soit créé au sujet de l'IA, tout comme il y a eu un règlement mondial qui a été posé au sujet de l'arme atomique. Et donc, mon point ici, c'est surtout... C'est quand même dire l'importance qu'on y accorde, hein? C'est la seule fois que l'ONU est intervenue pour un règlement comme ça, que c'était l'arme atomique, puis là, on parle d'intelligence artificielle, c'est dire... Ça montre à quel point c'est... J'ai déjà le dire un outil, mais c'est une technologie qui peut être extrêmement dangereuse pour la civilisation humaine. Mais l'idée, c'est surtout de bien comprendre qu'il y a aujourd'hui un double niveau de compréhension entre, d'un côté, le niveau de compréhension des institutions mondiales, qui sont effectivement au fait de ce qui est en train de se passer, parce qu'elles côtoient les experts, parce qu'elles nous mobilisent. Et puis de l'autre côté, il y a la population mondiale, dans sa quasi-totalité, qui finalement est en train de découvrir depuis quelques mois la puissance d'une technologie qui a été développée au cours des 30, 40 dernières années, puis qui a eu une accélération depuis 2017 et qui comprend pas forcément les enjeux. Mais pour en venir à ma fondation et à la question que tu posais, Cathy, donc on sait aujourd'hui qu'on est à la croisée des chemins. On ne sait pas encore quels sont les scénarios vers lesquels on va avancer. Il y en a plusieurs qui s'offrent à l'humanité aujourd'hui, dont la voie du transhumanisme, qui n'est pas du tout à mettre de côté. C'est pas une voie que moi j'apprends dans le transhumanisme, c'est-à-dire le fait
d'avoir des êtres humains, mais qui auront des parties mécaniques de systèmes intelligents également. Donc, le fait d'avoir des puces intelligentes. Neuralink, ça a eu... C'est pratique, par contre, pour les conversations de couple. Ouais, Quand ton chum, il a la misère à te comprendre, un instant, mon amour. Voici ce que j'essaie de dire. Tu peux demander de le dire en langage masculin. Oui. Avec un peu de côté. Oui, non, mais ça fait un peu peur. Non, ça fait peur. J'en fais des blagues, mais moi, je ne pourrais jamais l'utiliser. Exactement. Donc, oui, ça fait peur et à raison. Mais il y a environ un mois aujourd'hui, il y a peut-être même tout juste un mois, Neuralink a eu l'autorisation de passer des tests sur les cochons à des tests sur les êtres humains. Donc, on n'est plus du tout dans des scénarios de science-fiction. Donc, c'est l'une des voies. Mais effectivement, ce que les institutions mondiales souhaitent, c'est que cette technologie permettent à l'être humain de s'épanouir. Donc, comme en anglais, on va dire to flourish. Pour que les êtres humains puissent s'épanouir, il y a toute une réglementation à mettre en place, une réglementation et un contrôle sur ces solutions, de manière à ce qu'effectivement elles soient bien encadrées et de manière à ce qu'elles soient surtout, quand elles sont mises sur le marché, donc déjà quand elles sont conçues et ensuite, avant qu'elles ne soient mises sur le marché, il faut véritablement qu'on prenne la précaution qu'elles sont centrées sur les intérêts de l'humanité. Et non juste sur des intérêts économiques de la compagnie qui va le mettre sur le marché et qui n'aura pas pensé du tout aux intérêts humains des utilisateurs. Il y a tellement d'enjeux éthiques là-dedans. Tu sais, ça me fait penser un peu au débat il y a quelques années, quelques décennies sur le clonage, par exemple, sur la génétique, où c'était de pouvoir contrôler, puis, je veux dire, ça revient un peu à ça, tu sais, c'est de contrôler les aptitudes humaines, puis il y a quand même il y a des moratoires là-dedans. Tout à fait, et c'est pour ça que ça a été réglementé et que c'est une excellente chose. Oui, mais exact, mais à quel point, là, tu dis qu'on fait déjà des tests humains sur l'espèce de transhumanisme en intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même voie? Au lieu d'utiliser la génétique, là, on utilise l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'arrive pas au même résultat? Pas exactement, parce que le clonage humain, c'est une chose, le à la limite, je veux dire, le contrôle de la génétique, être en mesure d'identifier les gènes puis de s'assurer que tu as comme une personne parfaite, si j'extrapole là, au maximum. Ah, mais tout à fait. Là, on rentre dans l'un des risques. On sait qu'ils sont nombreux. Mais ça rejoint le point que tu mentionnais tout à l'heure, à savoir le pouvoir aujourd'hui des GAFAM et des BATX, des acteurs économiques. BATX, c'est le pendant... Le pendant asiatique, en Asie. Oui, c'est le pendant des géants de l'Internet d'Amérique du Nord, mais qui sont en Chine principalement. Mais effectivement, aujourd'hui, ils ont un tel pouvoir financier que c'est parfois complexe de réussir à arrêter leur progression. Et puis on le voit avec l'élément que tu mentionnais tout à l'heure par rapport à C18, je pense, et puis au fait que Meta, Facebook peut... qui réglemente, effectivement, en fait, qui demande aux plateformes de donner une contribution. Est-ce qu'on est rendu par rapport à ça, d'ailleurs? Une redevance. Est-ce que, on s'entend, là, si on pense justement, l'intelligence artificielle peut produire des fausses nouvelles, des faux vidéos, des vidéos dans lesquelles on pourrait te voir toi en train de... C'est une menace à la démocratie, réellement. Assurément, on pourrait te voir en train de faire un faux discours, puis c'est difficile de savoir si c'est une vraie vidéo ou pas. Ils peuvent répliquer 4-5 versions de ça pour que ça soit le plus authentique. Mais ça reste que c'est des plateformes qui les diffusent. Alors, si on pouvait davantage réglementer les plateformes, j'ai comme l'impression qu'un avenir sain, même si les plateformes médias, les réseaux sociaux sont magnifiques pour beaucoup de raisons, mais j'ai comme l'impression que ça devient à long terme nuisible pour l'humain. Mais là, on ne va pas dans la bonne direction parce qu'à l'heure actuelle, en guise de réprimande au gouvernement canadien pour avoir adopté la fameuse loi C18 qui demande une contribution, disons, des GAFAM en l'échange de l'utilisation du contenu des médias canadiens, et Facebook et Instagram, donc Meta, a bloqué les nouvelles canadiennes sur les plateformes. Donc là, tout ce que tu peux voir sur Facebook, ce serait des médias non reconnus. Donc c'est très, très préoccupant là, pour les questions de désinformation. Tout à fait. Complètement. D'où l'importance, parce que c'est très difficile, comme je l'ai dit, de savoir si c'est une vraie nouvelle ou pas, mais avant d'extrapoler et de repartager, soyez responsable par rapport à ce que vous partagez. Puis je pense que c'est juste, à la limite, les gens, il faudrait juste arrêter ce mouvement de repartage. Il faut aussi se questionner par rapport à notre consommation, là, puis de tenter
d'aller dans des vrais sites de nouvelles pour s'informer plutôt que de s'informer sur les réseaux sociaux, en fait. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, le temps qu'on est dans cette situation-là aussi. Mais ça revient à la question du rapport de force, hein, avec ces nouvelles technologies. Là, on parle des GAFA, mais là, toutes les compagnies en intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a une préoccupation du fait que si ça va si vite, puis, je le sais, là, que ce soit dans une ville, j'ai été députée à l'Assemblée nationale, que ce soit dans l'Union européenne, le problème, c'est que les processus démocratiques, puis c'est normal, ça prend du temps d'avoir des validations, c'est long, c'est fastidieux, mais à côté de ça, les technologies évoluent à une vitesse effarante, donc on n'est pas au même niveau, puis c'est ça le danger aussi pour la démocratie, mais encore plus loin, la civilisation, pratiquement. Ouais. C'est pour ça qu'il faut agir assez rapidement, là, en termes de réglementation. C'est pour ça aussi que le moratoire est intéressant, parce que c'est comme on a besoin de stopper, mais en même temps, c'est pas évident dans un contexte où, si par exemple en Occident, on décidait de faire un moratoire, mais si par exemple en Chine, ils décident de poursuivre, ben est-ce qu'on ça revient pas au même, puis que c'était comme un coup d'épée dans l'eau, puis que... Sur cette question, la première étape, c'est déjà que chaque zone géographique, chaque État, chaque continent, mette en place des règles concernant l'IA, puis bien évidemment, chaque zone géographique va mettre en place des règles d'utilisation de l'IA qui vont être cohérentes avec le pouvoir en place. C'est-à-dire que les États démocratiques vont faire en sorte de mettre en place une utilisation de l'IA qui sera sécuritaire dans un cadre démocratique, et à contrario, des États qui sont assimilés à des dictatures vont bien évidemment plutôt mettre en place une utilisation de l'IA qui permettra de servir ce genre de régime. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant. Je sais qu'on l'entend beaucoup, mais en fait, il n'y a rien de surprenant à ce que des États comme le gouvernement chinois fassent une utilisation de l'intelligence artificielle qui va être très éloignée de celle qu'a décidé, par exemple, le gouvernement européen, où la reconnaissance faciale en Europe a été interdite. En Chine, elle ne sera pas interdite. Elle n'est pas interdite, elle ne va pas être interdite. Ça fait déjà quand même un certain temps. Ça date d'il y a quelques semaines. Le gouvernement européen a légiféré sur l'utilisation de l'IA il y a environ 3 semaines. La reconnaissance faciale en Chine. Oui, mais tout à fait. Moi, je parlais du cadre européen. Oui, tout à fait. Mais là, et puis, il y a tous les éléments en lien avec les génératifs qui vont venir s'ajouter à ça, à ce dont parlait Cathy tout à l'heure par rapport aux fake news. Sont également des éléments qui leur font peur. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'ils n'y voient que des intérêts. C'est également des éléments qui leur font peur aussi. Par leurs opposants. Ben oui, absolument. Bien sûr. C'est quand même assez universel. C'est une technologie qui est là, que tout le monde peut utiliser, que ce soit dans les bonnes mains ou les mauvaises. Là. C'est un peu fou. Puis avec ça, ton programme, dans le fond, ta fondation, je le sais que tu te promènes un peu. Je le sais également, tu fais des conférences, par exemple, dans une entreprise qui est basée ici, que je nommerai pas, mais que c'est par elle qu'on a été en l'entremise. En fait, on nous a mis en relation. Est-ce que c'est ce discours-là? Parce qu'eux sont, dans le fond, ils approchent des clients pour développer des technologies pour faire avancer leurs services. Est-ce que c'est un peu de sensibiliser, en fait, le côté de ne pas aller trop loin? Est-ce que c'est ça que tu fais avec eux? Alors, oui, moi, ce que j'essaye fondamentalement, c'est de démystifier déjà ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'expliquer simplement c'est quoi l'intelligence artificielle, un petit peu ce que j'ai essayé de faire là au début, pour qu'on retire cette espèce d'effet waouh. Oui, effectivement, il peut y avoir un effet waouh, mais ce n'est qu'une technologie qui fonctionne sur des données. D'accord ? Les données sur lesquelles aujourd'hui fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle sont les données qu'on lui a fournies, sont toutes les données historiques de la civilisation humaine. Et effectivement, c'est des systèmes qui sont extrêmement intelligents, parce que moi, j'ai un doctorat en sciences comportementales, ça m'a demandé 5 ans pour faire mon doctorat. Système d'intelligence artificielle, il a tous les doctorats du monde aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire qu'il a un doctorat en sciences comportementales, en médecine, en anthropologie, en neurosciences, en physique, en biologie. En fonction de la base de données sur laquelle on va le collecter et des modèles, il va pouvoir se nourrir de tout ça. Et puis, il va analyser ces données à une vitesse qui est extrêmement importante. Donc oui, il va être capable de proposer des solutions auxquelles aucun être humain jusqu'à maintenant aurait pensé. Juste les capacités de mémorisation, c'est... Exactement. Donc, mon premier rôle... ça peut être positif. Donc, mon premier rôle, c'est effectivement déjà de démystifier. Parce que quand on comprend ce qui se passe, on dit « Ah, OK, je comprends ». Et puis, parce que ça ne reste qu'une machine. D'accord ?
même s'il y en a certains qui ont émis des hypothèses concernant le fait qu'il y avait des systèmes d'IA qui avaient des émotions, mais là-dessus, il faudrait déjà commencer par définir ce qu'est une émotion. Mais mon deuxième objectif, c'est d'amener les individus à ce que j'appelle monter en haut du mât. Moi, je compare souvent en fait la situation d'un pays ou d'une civilisation à un ensemble de personnes qui sont embarquées sur un bateau. Et alors moi, je fais de la voile, donc forcément, je ne sais pas si vous naviguez un petit peu, mais quand on monte, en fait, plus on monte, plus on voit loin. Mm-hmm. Et en fait, là, si on reste juste à se concentrer sur les éléments dont on parle beaucoup, ChatGPT, les systèmes qui sont aujourd'hui utilisés par les premiers utilisateurs, qui génèrent déjà des premières questions, c'est bien, mais en fait, on ne voit pas. On voit pas ce qui est en train de se profiler. Ouais. Et donc moi, mon rôle, et c'est justement tout l'objet de la fondation que j'ai créée, c'est de s'interroger sur ce qui va arriver demain, qui est déjà quasiment aujourd'hui, puisque c'est pour 2030. Ouais. On sait que d'ici à 2030, l'OCDE, et c'est une statistique qui existe déjà depuis 2022, on sait qu'on va avoir 1 milliard de personnes à reformer, on dit reskill and upskill, donc à reformer puis à monter en compétences. Et pas du tout en sciences et techno, pas du tout en numérique. On sait que les compétences de demain, pour les êtres humains, compte tenu de l'implémentation des systèmes intelligents, et puis là, de toute façon, ils vont être implémentés de plus en plus, on sait que ces compétences vont être radicalement différentes, que on va devoir mettre l'accent sur l'intelligence socio-émotionnelle, on va devoir mettre l'accent sur la créativité, sur la perception sensorielle, sur le raisonnement simple, le raisonnement critique. Et ce qu'on appelle aussi l'imagination. Qui fait de nous les humains, en fait. Notre côté, comme tu disais, peut-être toutes les portions... la valorisation externe, il faut se revenir à notre richesse intérieure. Exactement. Et les gens qui écrivent « École de la vie » sur leur profil Facebook, c'est eux les riches de demain, dans le fond. Je ne sais pas. T'as jamais vu ça? Oui, non. J'étais comme, oui, il y a des gens qui font ça. J'en fais une blague, là, mais tu sais. Non, parce que je suis comme... en contact avec quelques gradués. L'école de la vie, futur riche. Mais t'as raison, parce que c'est ça que l'intelligence artificielle est pas capable de reproduire. Il serait capable. Quoique la créativité, oui. Ça, c'est d'autres choses quand même assez particulières. Encore une fois, alors... La capacité à mélanger différentes sources créatives et à proposer un contenu exclusif qui n'existait pas encore. Ouais. Oui, effectivement, les systèmes intelligents ont aujourd'hui cette capacité, d'autant plus quand on a mixé à la fois les images, les textes, les sons, etc. Oui, ça ramène aussi au fait, à la question de qu'est-ce que la créativité humaine. Et c'est l'un des sujets, nous, qu'on aborde dans ma fondation, qui vise à construire des outils pour l'éducation de demain. Et c'est déjà de se poser la question de, finalement, qu'est-ce qui nous rend différents des machines? Et c'est ça que je veux dire par qu'est-ce qui définit en fait l'humain versus qu'est-ce qui peut être accompli. Exactement. Et en fait, c'est la question philosophique que posait Cathy au tout début. Exact. Et cette question philosophique, elle est au cœur de la quasi-totalité des débats des institutions mondiales aujourd'hui. Et c'est une question qui a été mise de côté pendant des siècles. On a été dans une période de l'histoire de l'humain qui était dans le travail, au sens de tripalium en latin, le sacrifice, ce que tu citais tout à l'heure, voilà, la productivité. Et puis, on arrive aujourd'hui, effectivement, notamment grâce à l'une des promesses de l'intelligence artificielle, à une autre phase, à l'aube d'une autre phase de l'humanité. Mais on est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et donc, pour être sûr d'aller dans le bon chemin, y a des organisations comme ma fondation, notamment, on essaye d'aller dans le bon chemin, dans l'un de ce qui pourrait être un bon chemin d'épanouissement pour l'humanité. Exact, parce que des questions éthiques, on en a abordé quelques-unes, mais il y en a d'autres. Il y a l'accessibilité aussi à l'intelligence artificielle, parce que là, il y a des plateformes qui sont démocratisées, qui deviennent gratuites, tout ça, mais est-ce qu'un jour, par exemple, on va devoir débourser pour avoir un accès à un certain type d'intelligence artificielle, ce qui va créer des différences, des inéquités économiques et sociales, non seulement sur le plan individuel, mais également entre les pays, encore une fois, entre les pays plus développés, les pays en voie de développement. Puis il y a également tous les biais qui sont à la source aussi de la création d'intelligence artificielle. Qui est derrière ça? Par exemple, je lisais que
des femmes noires, par exemple, peuvent être préoccupées parce que si c'est un homme blanc, par exemple, qui est derrière la façon de coder, bien, ça va influencer les réponses que tu obtiens sur... Puis là, tu peux avoir comme des biais internalisés par l'intelligence artificielle. Donc, les personnes, j'utilisais l'exemple d'une femme noire, mais n'importe quel groupe minorisé pourrait avoir des répercussions du biais introduit par l'intelligence artificielle. Qui va accentuer, en fait, un biais même humain, mais je veux dire, justement, de parler... Parce qu'il y a quand même des humains qui sont derrière l'intelligence artificielle, qui ont programmé ou... Pour l'instant, encore oui, parce que, tu vois, comme on expliquait en fait au début, effectivement, les premières étapes, il a fallu les coder, mais maintenant, de plus en plus, en fait, les systèmes intelligents apprennent par eux-mêmes, mais ils apprennent par eux-mêmes de la même manière qu'un enfant apprend par lui-même. Donc, un enfant qui grandirait dans une zone géographique dans laquelle les individus, les êtres humains autour de lui sont tous blancs, effectivement, pour lui, son apprentissage du monde, c'est que les humains sur la planète, si c'est son échantillon de vie à lui, sont tous blancs. Jusqu'à ce qu'un jour, il va avoir un visage d'une autre couleur. Et puis, il va réaliser que finalement, non, les humains peuvent être d'autres couleurs. Parce que la haine peut s'apprendre. Tu sais, je veux dire, ça pourrait aller loin, parce qu'on le voit, mais je pense qu'il y a des études aussi juste sur ChatGPT qui est le plus utilisé, qui est le plus démocratisé à l'heure actuelle, qui avait, par exemple, un biais pour les idées de gauche. Oui. Par exemple. Ben, peu importe où est-ce qu'on se situe, ça peut quand même être préoccupant de dire, OK, ben là, on a quand même une tendance politique. Et ça pourrait donc aller dans tous les sens, dans toutes les tendances, puis même les plus dangereuses. Bien sûr, une fois, tout à fait. Mais ces biais-là, ils sont dans les modèles. Ils sont dans les modèles qui ont nourri l'output, le résultat que fournit en fait le système intelligent. Donc, si à l'intérieur du modèle, tu as introduit une variable qui va être la variable, par exemple, de la couleur de la peau ou la variable du genre ou du sexe. Et puis qu'en fonction de cette variable-là, tu indiques un résultat ou un autre à la machine, effectivement, elle risque de sortir un résultat qui sera extrêmement biaisé. Ça, c'est première cause. Ou alors, dans son échantillon, elle n'avait pas cette variance, elle n'avait pas des femmes ou quoi que ce soit. Et donc, elle a elle-même construit en fait un modèle en fonction de l'échantillon, parce que parfois c'est aussi le cas, qui l'amène à avoir un résultat qui est extrêmement biaisé. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces sujets sont vitaux. Et c'est extrêmement bien qu'on les aborde aujourd'hui, parce que ça soulève également derrière des questions de société, finalement. Parce que pour l'instant, ils sont aussi le reflet d'un certain nombre de comportements humains. Donc c'est extrêmement bon. Tout à fait, ouais. Deuxième élément à avoir en tête, on en est au stade embryonnaire aujourd'hui du développement des systèmes intelligents. Et quand tu vois déjà, c'est vraiment les embryons, donc tous ces éléments-là, très rapidement, ils vont être améliorés. Et on va passer à des systèmes qui vont être bien plus sophistiqués, bien plus intelligents. Et là, on est vraiment au stade quasiment je dis embryonnaire, et c'est même pas embryonnaire, c'est comme si on était sur l'évolution de l'être humain, on est au stade de l'organisme dans l'océan. Et jusqu'à ce qu'il devienne un dinosaure ou un reptile. Parce que, tu sais, moi, je l'écoute, puis il y en a qui font de l'éco-anxiété. Moi, ça va être du AI anxiété maintenant. Mais là, parce que c'était pas mon objectif. Ça va peut-être être une façon de régler. En tout cas, c'est qu'on parlait de trouver des solutions que l'être humain n'a jamais pensé. Ben, peut-être que ça va aider, mais en même temps, je présume que tous ces serveurs-là qui emmagasinent le data prennent énormément de place et ça doit être extrêmement polluant, tout comme le cloud. Tout à fait. Ça ne doit pas aider à notre environnement. Là. Non. Mais tu sais, c'est plus, je me dis, tu sais, moi qui... J'ai soif d'authenticité, de connexion et tout ça. Puis je fais juste penser, exemple, à une personnalité connue ou publique, peu importe, que j'admire, qui m'inspire, que je consomme son blog, son site Internet, son magazine. Oui. Mais peut-être qu'un jour, ça va prendre le nom, je vais prendre un exemple, X Oprah, mais finalement, c'est plus Oprah qui a écrit son texte, ça va être Fait que, tu sais, il y a comme tout ça qui perd son sens. On dirait que je me sentirais complètement perdue, complètement dupée un peu partout. Fait que j'ai comme l'impression que le retour aux sources, tu sais, il va être essentiel, surtout dans le domaine des médias. T'as raison, mais en même temps, là, je fais encore une fois l'avocat du diable. Tu sais, aujourd'hui, ça se fait quand même. T'as plein de personnalités publiques que tu te doutes pas, mais que c'est pas elles qui écrivent. Non, mais c'est pour ça que je dis la transparence puis le retour aux sources. Tu sais, par exemple, les sites Internet. Ça va peut-être générer plus de transparence. Il y a
peut-être qu'éventuellement, ça va être ça parce que ça va être obligatoire. Oui, exactement. Il va y avoir comme une certification, tandis que maintenant, aujourd'hui, une personnalité n'est pas nécessairement obligée de dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail à sa place, mais peut-être que dans l'avancement des questions éthiques autour de l'intelligence artificielle, on va être obligé de mettre le saut, comme, un peu comme le contenu, mais là, je suis une fille en médias. Mais tu sais, comme exemple, quand la création de contenu au préalable, on faisait une collaboration entre une marque et le magazine, puis on créait un contenu sur mesure. Mais ça a pris plusieurs années avant que, éthiquement, on se retrouve, en fait, obligé à indiquer, justement, contenu commandité en haut de la page parce que c'était écrit tel qu'un article, comme si c'était une journaliste de la marque qui avait écrit, puis les gens, ils se faisaient duper un peu. Ou encore les photos retouchées dans les magazines. Je ne suis pas sûre au Québec, mais en France, il y a l'obligation d'écrire photos retouchées. Tout à fait. Donc, tu sais, on s'entend dans les mêmes principes. Mais c'est plus de consommer avec conscience aussi, puis de faire des choix. Dans le sens que c'est sûr que c'est là pour rester. Ça, c'est clair. Je veux dire, on n'arrêtera pas. Ça peut ralentir. On peut peut-être faire un moratoire, j'espère, honnêtement. Mais c'est sûr que c'est là pour rester, l'intelligence artificielle. Fait que maintenant, comment est-ce qu'on peut y avoir des aspects qui sont très bénéfiques. Qu'on utilise les applications positives, puis au meilleur restant possible, puis de mieux contrôler les débordements. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour ça, selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen? Moi, je pense que les gens qui nous écoutent, là. Moi, je pense que chaque citoyen a une responsabilité individuelle et collective, déjà, de s'informer. Parce que finalement, c'est un outil qu'ils utilisent tous les jours. Tu disais tout à l'heure, c'est bien parce qu'il y a un ensemble d'outils gratuits. Mais en fait, rien n'est jamais gratuit. Et surtout au niveau des outils technologiques. Bien. La donnée, évidemment. Dès qu'on utilise un outil qui est gratuit, en fait, c'est toujours gratuit, mais on sait maintenant la contrepartie. Mais je veux dire, la contrepartie, c'est toi. Le produit, c'est toi. Le produit, c'est toi. C'est toutes les données que tu lui fournis. Et puis, on s'entend lorsque... Donc, par rapport à la responsabilité individuelle et collective, pour soi-même, déjà, s'informer pour prendre les bonnes décisions, et puis aussi et surtout pour les générations futures, les adolescents et les enfants. Parce que là, si on parle il y a deux niveaux. Il y a les solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà utilisées, disséminées aujourd'hui dans l'ensemble des outils qu'on utilise, que vous utilisez, l'ensemble des médias sociaux, puis il y a celles à venir. Donc pour celles à venir, effectivement, il y a déjà... se comprendre où on en est aujourd'hui et que là, on est à un stade d'évolution de la civilisation où on est vraiment en train de passer dans une autre ère et que très certainement, il va falloir revenir à ce dont on parlait, à plus d'éléments en lien avec soi-même, qui sont des éléments qu'on n'a pas du tout abordés au cours des 400 dernières années et même plus. Et surtout pour les enfants, les adolescents et les enfants, à l'égard des solutions actuelles, c'est un devoir de la part des parents que de s'informer sur le danger d'utilisation d'un certain nombre d'outils par leurs enfants. Là, je ne parle pas de ChatGPT parce qu'ils sont en train d'utiliser ChatGPT pour faire un devoir. Ça, c'est un autre sujet. Le danger n'est pas là. Mais là, je parle du danger addictif et de manipulation d'un certain nombre de médias sociaux qui sont utilisés par les adolescents, à mettre de côté les enfants. Mais la Suède, par exemple, est revenue sur une décision qu'ils avaient prise il y a 3 ans de ça. C'était il y a 10 jours. Ils ont décidé de retirer tout ordinateur portable, tout ordinateur et toute tablette des systèmes éducatifs suédois, parce qu'ils se sont rendus compte... C'est pas rendu ici aussi, d'ailleurs? Ça, je l'ai entendu à Cogeco. Non, il y a des partis politiques qui mentionnaient qu'on devrait interdire les téléphones cellulaires en classe. Je pensais qu'il y avait enlevé les tablettes. En France, c'est déjà le cas depuis 2018. Téléphones cellulaires en classe, c'est interdit. Mais en Suède, ils se sont rendus compte que le niveau scolaire des élèves avait diminué depuis que les élèves utilisent les tablettes et les ordinateurs. Évidemment, alors qu'à un moment donné, l'espèce de paresse intellectuelle. En fait, c'est extraordinaire parce qu'on sait depuis les années 2008-2010, on sait grâce aux recherches en neurosciences, que l'apprentissage humain est beaucoup moins efficace lorsqu'un individu tape sur une machine, que ce soit une machine à écrire. Quand ce soit une machine à écrire, le mouvement, en fait, est plus important. Donc, on a une mémorisation qui est plus grande. En fait, ce qui provoque la mémorisation, qui est à la base du processus d'apprentissage, c'est la stimulation du neurone moteur. Un neurone moteur, c'est ce qui nous permet d'effectuer un mouvement. D'accord ? Dès lors qu'on est en train d'activer un neurone moteur, donc le fait d'écrire à la main, on active un neurone moteur ici au niveau des muscles. Et là,
on provoque en fait ce qu'on appelle un ancrage mémoriel qui est beaucoup plus important que lorsqu'on est en train de taper comme ça, où on est quasiment en pilotage automatique. Vraiment, et à on l'université, j'écrivais toujours mes notes. Je réécrivais en fait mes notes Mais bien sûr. tapées manuellement parce que je le voyais dans On ma mémoire mémorise que beaucoup ça faisait mieux. une grande Moi, je le fais encore. Et en fait, moi, mon domaine d'application, mais c'est super que tu le fasses encore, parce que moi aussi, je le fais tout le temps. Moi, j'écris souvent, mais je veux dire, je suis pas dans un mode étudier pour un examen comme j'étais à l'université. Mais moi, je le fais systématiquement. Moi, je prends toutes mes notes à la main. Alors, très souvent, comme je suis dans un domaine technologique, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi tu... parce que je sais qu'en fait, c'est inefficace ce que font aujourd'hui 90% des gens. On avait entendu, ça avait fait les grands titres, le Mark Zuckerberg qui interdisait à ses enfants mais bien sûr, les écrans. Là. Ouais. Mais les employés de Google... Oui, je sais. Les employés de Google mettent leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il n'y a pas d'ordinateur automatique. Parce qu'ils savent les effets. Mais bien sûr. Et on le sait grâce aux recherches notamment du professeur japonais Kawashima, qui est celui dont les résultats de recherche ont été utilisés par Nintendo DS pour construire le programme d'entraînement cérébral. Vous savez, Nintendo DS, programme d'entraînement, et qui a été construit il y a une quinzaine d'années, avec tous ces exercices de calcul mental, effectuer des petites opérations à la main. Et en fait, il avait réussi à obtenir des résultats de réversibilité sur la maladie d'Alzheimer, sur un certain nombre de patients. Oui. Donc lui, ses recherches avaient porté là-dessus. Et on le sait depuis des années qu'effectivement, ça n'est pas efficace. Donc c'est extraordinaire d'avoir quand même été dans ce courant. Mais l'être humain est dans un processus d'apprentissage par l'erreur. Hein. On fait un test, on se rend compte qu'on s'est trompé. C'est bien d'être capable de corriger. Dommage pour les générations de tests, par contre, non? Toujours, bien sûr. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, toujours, et ça c'est évident, bien sûr, mais il faut vraiment regarder la perspective de l'humanité d'un point de vue historique. À l'échelle d'une vie... C'est sûr. Il faut le prendre à l'échelle historique, mais quand tu prends des cas individuels... Chaque décennie a eu leur test. Là. Moi, ma mère, elle fumait une fois de temps en temps quand elle était enceinte de moi, puis j'ai jamais eu le droit au sein parce que c'était pas la mode d'allaiter. Après ça, il y a eu des études qui sont sorties, puis c'est vraiment mieux d'allaiter. Puis... Voilà. Fait que, chaque décennie, on va avoir une autre test d'une certaine façon. Oui. Exactement. Que veux-tu? J'ai quand même... Justement, c'est l'apprentissage continu de l'humanité. C'est juste, quand on relativise le temps et l'évolution, juste de ramener le fait que j'ai eu une bonne partie de ma vie qui avait aucun Internet, qui avait pas de... je jouais au Nintendo, mais c'était vraiment pas le point central de ma vie. Là. Puis, de voir arriver ça, puis la vitesse que ça l'a pris. Je vais toujours me rappeler, mon premier téléphone, il était immense. Là, c'était une grosse antenne dans l'auto à mon père. Puis, c'était... Puis pourtant, je suis pas si vieille. Tu vas raconter ça un jour à tes enfants, puis ils vont vraiment rire. Ils vont trouver ça vraiment bizarre. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut le faire. Puis la fondation en tant que telle, en ce moment, je sais que tu te promènes là, rapidement, parce que je sais que vous avez tout du temps, vous avez sûrement d'autres choses prévues, puis on est en train de déborder, mais c'est intéressant. La fondation Education for Tomorrow, tu te promènes un peu partout, tu fais des conférences justement pour essayer de sensibiliser les gens à modifier leur système éducatif. C'est vraiment ça ta mission première? Ben, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éveiller un maximum de personnes sur le fait qu'on est en train de passer d'un ancien paradigme d'éducation à véritablement un nouveau paradigme d'éducation. Parce qu'avec l'importance que va prendre l'intelligence artificielle, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va devoir enseigner aux nouvelles générations? Comment on va devoir l'enseigner et pourquoi? C'est les 3 questions fondamentales. Et puis, on a déjà des éléments de réponse. Et puis, nous, ce qu'on a fait de manière très concrète, on part du curriculum académique classique qui vise à enseigner la lecture, l'écriture, la capacité à raisonner. Et ça, ce sont des fondamentaux, bien évidemment, qu'il faut conserver. C'est comme ça qu'on réussira à développer l'esprit critique. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'esprit critique. Mais... ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place des outils autour de 4 piliers qui nous semblent être fondamentaux pour aider justement les êtres humains à s'épanouir. Et ces 4 piliers, alors je suis désolée parce que c'est un acronyme qui est anglais, c'est un des piliers qu'on a appelé MOON, M-O-O-N. Le premier... En même temps, c'est comme un point de repère, le MOON. Donc, c'est ce qu'on appelle le MOON Curriculum. Et le premier M, c'est pour les connaissances sur Me with Myself, qui deviennent fondamentales aujourd'hui pour tout être humain. C'est déjà se connaître soi-même. C'est la fameuse maxime de Delphes. Et ça veut dire quoi, se connaître soi-même? Ça veut dire déjà connaître ses talents. On peut passer toute une vie sans connaître, sans identifier et sans nourrir son ou ses talents. Or, chaque être humain a un ou plusieurs talents.
Donc déjà connaître ses talents et être capable par la suite tout au long de sa vie de les nourrir, parce que les études montrent que les individus qui nourrissent leurs talents sont des individus qui sont plus heureux dans leur vie. Ensuite, c'est identifier ses émotions et être capable de les nommer, être capable de les gérer, ces émotions personnelles. Voilà, donc toute la sphère du identifier également son cycle d'énergie, ce qu'on appelle le fameux cycle circadien. Donc c'est déjà, je commence par me connaître moi-même. Einstein disait, on peut passer une vie entière à étudier le monde à l'extérieur de nous sans passer une seule seconde à étudier les mondes en nous. D'où le fait qu'on ait investi autant dans les mondes autour de nous et quasiment rien dans les mondes en nous. Exact. Et aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un point de l'histoire de l'humanité où on doit étudier les mondes en nous. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va réussir à vraiment développer le plein potentiel de l'être humain. Parce qu'on sait qu'on utilise à peine 5%, alors qu'on parle de l'intelligence humaine ou du potentiel au global. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est me with myself. Ensuite, on a un premier O pour les connaissances du me with others. Donc c'est toutes les connaissances interpersonnelles en lien avec les biais que tu citais, c'est-à-dire le fait de ne pas juger, c'est-à-dire misjudge, de ne pas être dans les stéréotypes, dans les préjugés, merci, au niveau d'une personne que l'on rencontre, d'accepter les différences, quelles qu'elles soient, de se rendre compte qu'une différence, c'est aussi une richesse, d'être plutôt dans la collaboration plus que dans la compétition. On a encore malheureusement des systèmes éducatifs, des systèmes scolaires qui nourrissent la compétition rien qu'à travers les notes. Et on le sait, et ça, au sein de l'UNESCO, beaucoup d'experts, on est à dire qu'il faudrait minimiser l'utilisation des notes, mais que ce soit des notes lettres ou chiffrées à l'intérieur du système scolaire. C'est ce qui renforce la comparaison et la compétition entre les individus, et puis c'est le début des conflits, et puis le début des conflits de quelle que soit leur forme. Donc ça, c'est me with others, c'est véritablement réussir à construire des sociétés qui soient des sociétés où les uns et les autres vivent plus en collaboration, puis en harmonie qu'en compétition. Le deuxième O, c'est pour les objets, c'est pour la technologie, parce que les civilisations de demain, elles seront de toute façon des civilisations où les êtres humains vont devoir utiliser les technos. Donc il faut les connaître, il faut les comprendre. Il faut savoir ce que c'est. En fait, ça devrait faire partie, pas savoir coder, en fait. Peut-être que très prochainement... Trompé, là, justement, dans les écoles, maintenant, au secondaire, tu apprends à faire des codes de programmation. Ah oui? Oui. Dans certaines écoles, oui. En fait, l'important, c'est de comprendre que c'est un langage. Tout comme on apprend l'italien, le français, l'anglais, l'allemand. Mais tu n'as pas besoin, dans ce cas-ci, d'apprendre la langue comme telle. Non, on peut parce que... Mais ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Tout dépend. Et en même temps... Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça à l'école secondaire? Mais demain... pas forcément. Après, ça peut être un exercice intellectuel qui peut paraître intéressant et puis qui peut permettre aussi, sans doute, de démystifier. Mais... Là, on se rend compte que de toute façon, là, les systèmes d'intelligence artificielle, notamment tous les IA génératives, permettent également de générer du code. Donc, se pose la question sur peut-être un éventuel, à un moment donné, remplacement également des programmeurs et des codeurs. Donc, et on le sait, il y a beaucoup de développeurs qui eux-mêmes s'interrogent aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est plutôt de démystifier à partir du moment où les êtres humains vivront en contrôle. Du moins, nous, c'est ce qu'on espère dans la Fondation, vivront en contrôle de ces technologies. Donc, pour les contrôler, effectivement, parce que sinon, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place une espèce qui va nous dépasser. Et si elle nous dépasse, là, ça pose un vrai sujet. Et donc, voilà, c'est le me with objects. Donc ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Et puis, la quatrième dimension... Pour être sûr d'avoir le contrôle. Elle ne pas se faire dépasser ou écraser. Il faut. Parce que le contrôle, c'est aussi... Nous, on le met on le met en opposition avec l'addiction. Parce que dès lors qu'en fait, justement, il n'y a pas de contrôle, c'est là où on a des systèmes addictifs. Et puis, on le voit avec les adolescents, il y a des conséquences qui sont terribles. Il y a des suicides, il y a de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes adolescentes qui demandent à faire de la chirurgie esthétique parce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux dès lors qu'elles postent des photos. On assiste aujourd'hui à des effets sociologiques majeurs et psychologiques chez les adolescents par l'utilisation de ces technologies. Donc ça, il faut vraiment agir, puis ça rejoint la sphère de la responsabilité. Vraiment. Et puis le dernier pilier, c'est le N de nature, c'est pour me with nature. Parce qu'en fait, à l'origine, il y a un écrivain que j'adore, qui est Vercors, qui
publié il y a des années un ouvrage qui s'appelle « Les animaux dénaturés ». Et en fait, on est, nous, en tant qu'êtres humains, des animaux qui avons été extraits de la nature. On est des animaux civilisés, mais on a besoin de ce rapport avec la nature. Et c'est important d'y revenir. C'est important de revenir à l'équilibre entre les êtres humains et la nature, parce que la nature, elle a des impacts qui sont très bienfaiteurs sur les êtres humains. Ça permet de réguler le stress. Allez vous promener en forêt. Vous allez entendre le bruit du vent dans les branches d'arbres. Vous allez entendre le son des oiseaux. Et en fait, tous ces éléments-là, on le sait aujourd'hui par des résultats scientifiques, sont curatifs sur les êtres humains. Et ce lien-là, en fait, il faut le réintégrer. Non, mais on en a déjà discuté. Oui, on en a parlé. Vrai. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller faire une mission dans les pays scandinaves au printemps, puis dans un quartier que j'ai visité en Suède. Et dans l'urbanisme, il y avait des règles que chaque appartement devait avoir une vue sur une étendue d'eau, parce que l'eau a vraiment un effet sur le bien-être, la santé, tout à fait. Tout ça. Fait qu'il fallait au moins qu'ils puissent avoir accès ou voir de l'eau ou de la verdure de leur fenêtre. Tout à fait, oui. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je déménage dans un pays scandinave, puis là, tu viens exactement de résumer pourquoi. Par contre, peut-être, j'ai parlé aussi avec des gens qui habitent là, puis ils disent, faut pas non plus idéaliser, ils ont aussi leur côté. Oui, ça c'est sûr, mais je trouve qu'ils sont comme plus avancés dans l'évolution de... C'est assez comparable quand même, le Québec, le Canada, avec les pays scandinaves, en tout cas, pour avoir... Faudrait que je avec eux. Apparemment que les gens qui viennent évidemment des pays qui n'ont pas de système sociaux de cette façon-là, eux, c'est évidemment très extraordinaire, mais apparemment, c'est comparable à ici, puis il y a des revers. Mais les Suédois sont quand même très beaux, par contre. Oui. Écoute, il y en a des beaux partout, je dirais. Elle ramène ça au premier degré. Non, mais je vais aller visiter, mais il y a quelque chose, j'ai toujours lu dans la philosophie, il y a une relation avec la nature qui est vraiment mise de l'avant. Ça, tu le témoignes bien, c'est important. C'est important, par contre. Oui, ça, c'est sûr. De réactions aussi face à l'immigration. Oui, c'est sûr qu'ils ont plein d'enjeux. Mais je dis qu'il n'y a aucun endroit qui est parfait, hein? C'est la nature humaine. Mais on peut commencer par idéaliser la Lune, Moon. Exactement. Voilà. Puis concrètement, comme ça, là, on peut aller faire un tour. Je vais vous mettre le lien pour aller voir la Fondation, aller lire, c'est super intéressant. Mais pour terminer, Delphine, y a-t-il une façon qu'on peut vous aider? Parce que comme n'importe quelle fondation, je présume que vous avez des missions, des choses à remplir. C'est peut-être pas nécessairement ce qui te permet de vivre quotidiennement. Je sais pas comment ça fait. Y a-t-il des levées de fonds pour ça? Y a-t-il une façon de contribuer? Êtes-vous financé par les gouvernements? On est, c'est une fondation qui est récente en termes de création au Québec. Donc effectivement, là, on est en cours de démarche en lien avec le gouvernement québécois et puis le Canada. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous pouvez venir sur le site de la Fondation et puis faire un don, ça tout le long de l'année. On est un organisme reconnu, organisme de bienfaisance au Québec. Donc plus... ça veut dire que vous pouvez avoir un reçu d'impôt. Voilà, vous pouvez avoir un reçu d'impôt. Effectivement. Donc oui, n'hésitez pas parce que on a besoin du maximum de soutien de manière à pouvoir agir. Il y a sûrement des enseignantes ou peut-être même des enseignants qui nous écoutent. Est-ce que les écoles peuvent avoir accès à vos services? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'elles... Tout à fait. Tous les établissements scolaires qui souhaitent avoir accès à nos services peuvent nous contacter. Nous, on réalise à la fois des conférences et puis on co-construit en fait les outils également avec un certain nombre d'établissements. Et puis tous les outils qu'on construit vont être dès septembre mis en ligne en open source, donc en accès libre pour tous les établissements parce qu'on souhaite vraiment que tout soit en accès gratuit. Et dernière question, en tout cas pour ma part, est-ce que vous faites des approches auprès des ministères par exemple le ministère de l'Éducation du Québec pour justement contribuer à faire évoluer les programmes? Alors, des approches, qu'est-ce que tu appelles comme des approches? Est-ce qu'on envisage de travailler? Des rencontres de travail? Oui, non, pas encore, mais effectivement, on envisage de travailler avec le ministère. Voici ce que tu peux faire. Tu peux les aider à les mettre en relation. Oui, si jamais vous avez besoin, j'ai des bons contacts. Super, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est super, c'est parfait. Là, j'ai surtout été sur pas mal sur la scène internationale. Et puis là, maintenant que je vais avoir un petit peu plus de temps là d'ici au mois d'octobre, l'idée, c'est de plus s'ancrer ici sur le paysage québécois. Très bien. Je nous souhaite tellement un avenir qui est plus doux. Je trouve que je sais pas si c'est parce que mon cerveau il est pas capable d'en prendre ou mais je trouve que dans les 5-6 dernières années, il y a beaucoup de mouvements, il y a énormément de changements. Tout va tellement vite que ce soit des côtés
du côté sociétal, mais là, on parle de la technologie, mais on parle, il y a eu les vagues de dénonciation. Il y a tellement de remises en question. On dirait qu'on est tout en train, faut tout reconstruire l'humain. Mais tout va vite, dans le fond, tout va plus vite qu'avant. J'imagine que ça devient un peu peut-être anxiogène, évidemment, pour... C'est juste difficile de faire le calme. Est-ce que le cerveau humain est fait pour ça, autant de changements c'est une bonne question. Je pense pas. Sur le fil de l'évolution de l'humanité, les changements se faisaient à un rythme beaucoup plus lent. Ouais. Donc, est-ce que sur le fil d'une vie, tu avais vraiment l'occasion de voir autant de changements? Là, c'est des stress supplémentaires pour le cerveau humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, quand tu dis tout va vite, la vitesse à laquelle les systèmes évoluent, là, on parle de la vitesse à laquelle les systèmes des technologies évoluent. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'être humain, c'est un organisme vivant qui n'est pas fait pour évoluer à la même vitesse que les systèmes technologiques. Or, aujourd'hui, ce qui rythme la vie des êtres humains, ce sont les systèmes technologiques. Mais un être humain, il a besoin d'avoir une certaine stabilité. Il n'est pas fait pour changer de vie tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour se remettre en question, etc. Et donc, là, c'est normal de se sentir déphasé? C'est normal, mais c'est aussi là où il faut en prendre conscience, et c'est déjà super d'en prendre conscience, et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, de faire le lien avec le fait qu'on est rythmé par la vitesse des technos. Mais les systèmes intelligents, ils dorment jamais, prennent jamais de vacances, et puis ils ne font que progresser. Mais un être humain, il a besoin de se reposer, il a besoin parfois de partir en vacances, puis il a besoin parfois de rester dans la même situation pendant 3-4 ans. Et c'est bien, et c'est sain. Un être humain qui est constamment en changement, on le sait par les études en psychologie et en sociologie, oui, l'être humain a une capacité d'adaptation, c'est extraordinaire, mais qui est quand même pas aussi rapide que celle qui commence à être impliquée par les systèmes technologiques aujourd'hui. Donc c'est aussi important. Du deuxième O. Voilà, exactement. D'où l'importance du deuxième O pour rester en contrôle du rythme dans sa vie. Puis de peut-être pas déjà avoir le réflexe dès le matin, en première chose, de prendre son téléphone. T'imagines? À travailler. Nous, bon, je fais un apparat, mais tu sais, on est tellement influencé les énergies et tout ça. Puis ça, c'est un mystère que j'ai jamais encore réussi à démystifier d'ailleurs. Ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'invite quelqu'un pour en parler à un podcast. Mais tu sais, cette façon qu'on a de... Tu sais, les acolytes, maintenant, même si on se voit une fois par mois, des fois 2 mois, on est à peu près tous rendus dans nos règles en même temps. Ouais. On est plusieurs. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on est rendu 10 filles puis on est toutes menstruées en même temps, mais on se côtoie pas tant que ça? Tu sais, il y a quelque chose d'énergie, mais imagine qu'on aurait nos règles à chaque semaine. No way! Mais ça, c'est un phénomène qui a été expliqué dans les camps de concentration. Pour vrai? Oui, bien sûr. En fait, c'est aussi des éléments, il y a des organismes qui communiquent en fait entre les corps des femmes. Ouais, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais qui va pointer une régularité du cycle. Au bout d'un certain temps, le cycle devient le même. Comme les téléphones se parlent, nos organismes vivants aussi. Ah, c'est magnifique. On est tellement connectés. Voilà. Mais après, il y a aussi la communication du cœur. C'est ce dont je te parlais aussi. Il y a aussi ça, le champ magnétique du cœur, qu'on commence tout juste à approcher aujourd'hui et qu'on n'a pas exploré du tout. Le champ magnétique du cœur? Oui, jusqu'à maintenant, on considérait que le cœur était juste un muscle. Enfin, il avait été appréhendé, en tout cas dans la sphère médicale, comme étant uniquement un muscle, une pompe. Et en fait, on sait depuis une dizaine d'années aujourd'hui que le cœur rayonne un champ magnétique, un champ électromagnétique, qui est 4 fois supérieur au champ électromagnétique du cerveau. Et un champ électromagnétique, c'est un espace qui collecte des informations, qui analyse aussi un certain nombre d'informations, puis qui peut aussi transmettre un certain nombre d'informations. Et on sait que le champ magnétique du cœur, il peut s'étendre jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc c'est énorme. On a aujourd'hui des connaissances qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Un prochain épisode. Oui, mon Dieu, il faut qu'on démystifie ça. Là, je suis comme... Il faut faire un épisode sur la biologie. Mais ça fait partie du me with myself. Parce que tous les outils qu'on crée sont les outils en lien avec les connaissances les plus récentes qu'on a sur l'être humain. Mais puis je pourrais vous en parler pendant des heures, mais la plasticité du cerveau aussi. On sait que la réalité à laquelle on a accès aujourd'hui, en fait, on peut accéder à un autre type de réalité en auto-induisant une transformation au niveau du cortex. Et aujourd'hui, il y
Il y a des instituts, il y a un laboratoire pluridisciplinaire en Suisse qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, il y a 2 diplômes à Paris 8, en France, qui ont été créés il y a 1 an et qui forment des gens à être capables d'auto-induire cette transformation et qui accèdent du coup un peu à la même réalité que celle à laquelle les chamans étaient capables d'accéder jusqu'à maintenant. Alors que les anthropologues, dans les années 80, Claude Lévi-Strauss, l'un des premiers, pensaient que les chamans, en fait, lorsqu'ils entraient en transe, ils étaient dans un exercice de théâtralisation. Ouais, c'est ça. Que c'était pas réel. On sait qu'en fait, c'est réel, qu'ils accèdent à une réalité qui effectivement n'est pas la réalité en 3D, celle qu'on voit là, vous et moi, là, pour l'instant. Un peu comme l'hypnose, ou ça, c'est autre chose? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. L'hypnose, c'est encore un autre... ça met dans un autre état, en fait, l'individu. Ouais, c'est encore autre chose. Mais l'hypnose, pour l'avoir fait une couple de fois, on voit tout pareil. Il n'y a rien d'autre. Okay. Mais il va falloir qu'on démystifie ça parce que c'est bien trop intéressant. Vraiment, on va en jaser inévitablement. Je te souhaite une excellente, je vais dire levée de fond, mais une continuité dans ton projet, tu le sais. Merci beaucoup. Dès que je t'ai parlé, là, ça aussi, c'est très philosophique et tout ça, mais le matin, je pensais à comment j'aimerais, moi, tu sais, on a tout un petit purpose, puis comment j'aimerais amener quelque chose de plus nourrissant à mon quotidien, comment j'aimerais faire une différence. Puis je pensais à... Automatiquement, j'ai pensé ce matin-là dans ma marche, j'ai fait comme... Il faudrait vraiment que je m'investisse à amener mon grain de sel au changement dans le système d'éducation. Et sans le savoir vraiment sur quoi Delphine travaillait, moi, on me l'a référé en tant que spécialiste d'intelligence artificielle, c'est tout. Je savais pas c'était quoi sa mission non plus à travers ça. Puis quand j'y ai parlé en après-midi, j'ai fait... On était fait pour se parler. Il fallait vraiment qu'on se rencontre. Fait qu'on va se reparler, nous. Avec plaisir. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Delphine. Bye. Super, merci. Bye.